On l'appelle souvent drogue douce, en contraste avec les drogues plus dures qui créent une dépendance rapide et occasionnent beaucoup de dommages dans l'organisme. Certains affirment même que cette substance est sans danger et qu'on pourrait la consommer simplement pour éprouver une certaine paix, une certaine sérénité. C'est certainement la drogue la plus utilisée dans le monde après l'alcool et le tabac. Mais quel est l'impact réel du cannabis sur le plan physique, mental, social et spirituel ? Je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Il est écrit. Vous l'avez compris, aujourd'hui, notre sujet, c'est un sujet souvent controversé en ce moment. Nous allons parler du cannabis avec le docteur Antoine Kanamoudiéré, qui est aussi médecin, psychiatre, qui exerce en ce moment à l'hôpital du Haut-Richelieu et qui a écrit un livre sur le sujet, Les 21 vérités cachées sur la marijuana. Docteur Antoine Kanamoudiéré, bienvenue. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau de l'émission Il est écrit. Merci pour l'invitation. Et j'aimerais vous poser tout de suite la question, qu'est-ce qui vous a poussé, en tant que médecin, en tant que psychiatre, à écrire ce livre? En fait, c'est un livre qui a été inspiré par les questions des gens. Les questions des gens que je rencontre dans les urgences, dans la clinique externe, les discussions que j'ai avec les collègues, les intervenants, les amis, les parents. C'est vraiment ces questions, ces préoccupations-là qui m'ont incité à écrire ce livre. Est-ce que c'était des questions qui étaient en lien avec le projet à l'époque de légalisation Effectivement, c'était déjà des questions surtout qui découlaient de cette légalisation qui s'en venait. Donc, les gens qui s'inquiétaient de retombées de la légalisation. Donc, c'est quoi le cannabis? Les gens voulaient comprendre qu'est-ce que ça peut faire. Je pense à cette mère, par exemple, qui s'inquiétait par rapport à qu'est-ce que ça peut faire dans le cerveau de son fils de 15, 16 ans, 17 ans, ou cette jeune fille qui est étudiante au cégep, qui peut être très excitée qu'il y a une légalisation de la cannabis qui s'en vient, mais sans toutefois savoir qu'est-ce que ça peut vraiment faire. Donc ça vous a poussé à chercher davantage, à vous informer davantage, puis vous aviez votre expérience personnelle par rapport à ça, par rapport aux personnes que vous rencontrez dans votre profession? Oui, effectivement. Donc ça m'a amené à pousser mes réflexions et mes recherches pour voir qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qu'on connaît déjà sur le cannabis, c'est quoi les impacts, donc les observations qui ont été déjà faites, les phénomènes qui sont déjà documentés. Donc j'ai compilé toutes ces informations-là, je les ai simplifiées dans des termes très simples que tout le monde peut comprendre. Donc, j'ai mis ça dans un livre pour vraiment partager avec les gens les informations autour du cannabis. On en reparlera de ce livre tout à l'heure, mais je vais commencer par vous poser la question suivante. Est-ce qu'il y a des effets bénéfiques du cannabis? On dit parfois que le cannabis est intéressant sur le plan médical, c'est vrai? En fait, je pense qu'il faut garder une ouverture par rapport à tout ça. Il y a des gens qui sont très pour le cannabis, qui vont dire que ça soigne tout. Il y en a d'autres qui sont très contre le cannabis, qui vont dire que ça soigne rien. Donc, je pense qu'il faut une curiosité scientifique pour vraiment venir étudier ce phénomène-là. Parce que oui, il y a eu des cas rapportés, des gens, par exemple, des jeunes enfants qui souffrent d'une forme d'épilepsie résistant à la médication, qui ont été aidés
par le cannabis. Il y a des gens, par exemple, qui sont en chimiothérapie, des gens qui souffrent de cancer. Qui ont besoin, par exemple, au niveau de la souffrance, d'une aide pour supporter cela? Aussi, mais aussi des gens qui ont une perte importante d'appétit, par exemple, ou qui ont des nausées importantes. On remarque que le cannabis, mais certaines formes de cannabis qui ont été déjà bien étudiées pour augmenter l'appétit et diminuer la nausée chez les gens qui sont traités, qui sont sous la chimiothérapie, par exemple. Donc, il peut y avoir des effets bénéfiques. Effectivement. Maintenant, ma question suivante, ça va être, est-ce que ceux qui prennent du cannabis récréatif, comme on dit aujourd'hui, est-ce que ces gens-là vont aussi avoir des effets bénéfiques de leur consommation ou est-ce que on parle de choses différentes? En fait, toutes les substances qui peuvent causer la dépendance, ils font du bien un peu. Sinon, les gens ne les prendraient pas. Les gens qui vont prendre l'alcool, ils vont dire que ça les relaxe. Le problème, c'est quand on commence à dépendre de l'alcool pour pouvoir relaxer. C'est le même phénomène pour le cannabis. Les gens vont dire, quand je consomme du cannabis, je suis relax, je suis dans mon salon, je me sens bien. Mais quand on commence à dépendre du cannabis, pour pouvoir relaxer, là, ça devient un problème. Ou quand on commence à prendre du cannabis pour ne pas être tendu, parce qu'on ne peut pas s'en passer, là, ça commence à être un problème qui peut être sérieux. Et on ne sait pas forcément à quel moment cette dépendance, ce besoin va se manifester. Effectivement. Donc, c'est une substance qui, comme les autres substances qui causent l'addiction, vont stimuler la zone du cerveau qui s'appelle le centre de la récompense. Donc, c'est ce centre de la récompense-là qui est responsable de créer des dépendances. Donc, le cannabis, comme l'alcool, comme la cigarette, comme la cocaïne, vont stimuler cette zone-là spécifique au niveau du cerveau. Donc, pour les gens vulnérables ou qui sont plus à risque de développer une dépendance, ils peuvent se retrouver avec un problème de plus. Donc cette idée qu'on entend quand même souvent qu'il n'y a pas de vraie dépendance au cannabis comme il y en aurait à l'alcool ou au tabac, c'est faux. C'est faux, parce que c'est sûr que ce n'est pas la majorité des consommateurs qui vont se retrouver avec une dépendance, mais il y a environ 10% des consommateurs de cannabis qui vont glisser vers la dépendance. Et quand on parle des adolescents, par exemple, ce risque va presque doubler. Ça va monter jusqu'à 17%. Là, on parle d'un adolescent sur 6 qui va se retrouver avec un problème de dépendance au cannabis quand ils vont l'essayer. Donc, ça devient un problème majeur, là. Et en plus, pour les consommateurs réguliers, c'est-à-dire les usagers, ceux qui consomment le cannabis tous les jours, le risque de développer une dépendance augmente de 25 à 50%. Donc, ça devient un problème Donc, si on en majeur. consomme régulièrement, on a quand même de fortes chances de devenir dépendant. Oui, quelqu'un qui en consomme une fois par mois, une fois ou 3 mois, par exemple. Alors, bon, il y a la dépendance, qui est déjà un problème en soi, puisque on souhaite tous quand même être libres. Maintenant, au-delà de la question de la dépendance, quels sont les risques? Parce qu'on ne va pas le cacher dans votre livre, quand vous parlez des 21 vérités cachées sur la marijuana, vous ne faites pas l'apologie du cannabis, vous dites quand même qu'il y a quand même des risques et des dangers importants. Quels sont les dangers principaux de la consommation de cannabis? En fait, un des risques très bien documentés dans la communauté scientifique, c'est le risque de psychose. Okay? Psychose. Le risque de psychose. La psychose étant la perte de contact avec la réalité. Par exemple, vous me regardez, et je pense que vous êtes après moi. Ou je marche dans la rue, quelqu'un qui me dit bonjour, je pense que c'est quelqu'un qui me surveille ou qui me suit, ou c'est un agent de la FBI et de la gendarmerie royale qui est après moi, alors que c'est juste quelqu'un. Donc ça, c'est la perte de contact avec la réalité. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à entendre des voix, par exemple. Là, j'essaie de définir un petit peu c'est quoi la psychose. Donc le cannabis peut augmenter le risque de psychose de façon importante. Puis ça, c'est quelque chose qui est documenté dans la littérature scientifique. Est-ce que les jeunes sont plus à risque?
Effectivement, les jeunes sont encore plus à risque de développer ce genre de problématique-là. Puis c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Moi, je suis médecin psychiatre, je suis médecin consultant aux urgences et c'est pas un phénomène rare là, de voir un jeune de 19 ans, 21 ans ou même des adultes qui débarquent à l'urgence avec une psychose uniquement causée par... Quand vous cherchez la cause, vous vous rendez compte que finalement... Ça, qui est, ouais. ça joue quel rôle à ce moment-là, le cannabis? Comme facteur déclencheur sur un... Souvent, comme facteur déclencheur, des gens qui ont déjà une vulnérabilité génétique de faire une psychose. Donc, ça peut provoquer une psychose chez quelqu'un qui est déjà fragile, mais ça peut aussi causer une maladie mentale. Ça peut provoquer ou déclencher une maladie mentale comme la schizophrénie. C'est ça, j'allais poser la question. C'est ça, plutôt que ça l'aurait paru. Donc, parce que, personnellement, j'ai quelques amis, effectivement, qui souffrent de schizophrénie et il me semble bien que c'est relié aussi à leur consommation de marijuana. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est documenté, que ça existe. C'est ça, ça peut déclencher la schizophrénie. On ne peut pas dire que ça cause la schizophrénie en soi, mais ça peut déclencher la schizophrénie chez quelqu'un qui a déjà une certaine fragilité. Mais ça peut aussi causer ce qu'on appelle la psychose toxique. Ça, ce n'est pas la schizophrénie, c'est juste une psychose qui est causée par la consommation d'une substance quelconque, incluant le cannabis. Le problème, c'est que 50% des gens qui font la psychose toxique vont se retrouver avec une maladie psychiatrique sévère dans 10 ans. Donc, ce n'est pas banal de faire une psychose toxique, même si on se remet en général dans l'espace de 3 jours, des fois plusieurs semaines. Mais on a développé une vulnérabilité qui va ressortir. Effectivement. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'anxiété, à la dépression? Parce que souvent, les gens vous disiez tout à l'heure, les gens qui vont consommer du cannabis vont le faire pour se détendre, pour être justement moins anxieux. Est-ce que ça joue ce rôle-là? Est-ce que ça ne renforce pas, au contraire, l'anxiété? En fait, ça détend. Okay? Les gens qui vont consommer un petit peu de cannabis, ils vont décrire un genre de bien-être, de relaxation ou de high. Donc, ça, c'est le composant chimique qu'on appelle le THC dans le cannabis. Le fameux THC. Le fameux THC qui va déclencher un certain bien-être et relaxation. Il y en a des gens il y en a même qui vont dire que ça les aide à bien dormir, à se détendre. Mais le problème, c'est que c'est cette même substance-là qui est responsable une fois qu'elle elle est consommée de façon importante et peut déstabiliser certaines parties du cerveau qui sont responsables de la gestion des émotions, comme l'amygdale, par exemple. C'est une zone du cerveau qui est responsable de la gestion des émotions. Donc, ça peut résulter en augmentation de l'anxiété, même dans des attaques de panique pour les gens qui vont consommer de façon importante ou pour les gens qui ont déjà une vulnérabilité de développer un trouble anxieux. Ça va calmer, mais après, ça va développer... Ça fonctionne un petit peu, j'imagine, comme le tabac ou l'alcool, c'est-à-dire que sur le moment, quand on vient de consommer, on a l'impression qu'on est plus calme, plus détendu, mais derrière ça, on va développer plus d'anxiété, Effectivement, quelqu'un qui est anxieux, qui commence à consommer de l'alcool, par exemple, c'est un relaxant extraordinaire, c'est un anxiolytique extraordinaire. Mais au long cours, la courbe va aller en montant. Donc, la courbe de l'anxiété. Donc, chaque fois qu'il consomme, ça détend un peu, mais après, la courbe va être encore plus haut. Donc, on va nécessiter une consommation encore plus importante pour arriver à atteindre le même effet. Ce qui fait que là, si on est anxieux, puis on s'auto-traite avec le cannabis ou l'alcool ou d'autres substances, là, on est encore plus à risque de développer une dépendance. Donc, c'est très important de ne pas s'auto-traiter avec le cannabis parce que ça peut causer un problème supplémentaire de dépendance, ce qui n'est pas banal du tout. Tout à l'heure, vous parliez du THC. On entend dire aussi que la concentration en THC aujourd'hui dans le marijuana qui est vendu est assez important. Oui, effectivement. Dans les années 80, 90, la moyenne de la concentration de THC était autour de 2 à 4 %.
présentement, la moyenne, c'est autour de 15 %. Donc, les gens qui consommaient le cannabis dans les années 80, ils touchent maintenant, puis ils reconnaissent même pas la substance parce que c'est beaucoup plus fort. Puis on sait que la concentration élevée de THC est directement reliée au risque de maladies mentales, que ce soit le risque de dépression, le risque de psychose, le risque d'augmentation de l'anxiété, le risque de la dépendance. Donc, c'est clairement relié. Puis, et aussi au niveau du développement, par exemple. Alors justement, parce que les jeunes sont spécialement à risque, et dans votre livre, vous en parlez, parce que à cause du développement du cerveau. Oui, effectivement, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est une drogue qui est beaucoup consommée par les jeunes. Malheureusement, c'est ces jeunes-là qui sont beaucoup plus vulnérables que les adultes au niveau du cerveau. Parce que le cerveau, on sait qu'il se développe d'en arrière vers l'avant. Donc, les parties postérieures commencent à se développer, puis les parties frontales se développent en dernier. À la fin. Puis, on sait que le cerveau va se développer jusqu'à l'âge de 25 ans. Il y en a même qui va se développer jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, à ce contexte-là, quand on commence à consommer le cannabis plus jeune, il y a des parties du cerveau, surtout la partie qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est une partie cruciale du cerveau, qui est impliquée dans l'organisation, la planification, l'anticipation, l'attention, les fonctions exécutives, comme on dit, n'est pas encore bien développée. Et quand on est adolescent, il y a un autre système du cerveau, le système du plaisir, qui est très, très bien développé. Et donc c'est comme si... On va chercher ce plaisir. C'est ça. On a un accélérateur, on accélère le plaisir, mais on n'a pas de frein. On n'a pas encore le cortex préfrontal qui est le frein, qui est encore assez bien développé. Donc, quand on ajoute le cannabis, on fragilise encore le développement de cette partie du frein comme tel. Donc, on est encore plus à risque de développer une dépendance, mais aussi au long cours de ne pas développer entièrement les parties cruciales qui gèrent les fonctions, qui sont responsables des fonctions exécutives. Donc, très, très important. Pour les jeunes, le danger est multiplié. Est multiplié. Donc, je conseille fortement les jeunes en bas de 24 ans. Je sais que le gouvernement du Québec veut augmenter à 21 ans. Je trouve que c'est une bonne initiative dans la bonne direction et je salue fortement ça. Mais je conseille quand même les jeunes en bas de 24 ans de ne pas toucher à ça en particulier. J'imagine, la plupart des gens qui utilisent le cannabis, je pense quand même le fument. J'imagine qu'il y a aussi tout le problème, comme avec le tabac, des effets sur les poumons, sur le système respiratoire. Oui, absolument. Puis ça, c'est un autre enjeu que je rencontre souvent. J'ai des milliers de commentaires sur ma page Facebook, Dr Antoine MD, les activistes qui me disent qu'il n'y a pas de danger au niveau de la fumée du cannabis, mais c'est pas ce qu'on connaît au niveau scientifique. Dans la fumée du cannabis, il y a à peu près 450 composants chimiques. Puis ces composants sont très, très similaires aux composants chimiques qu'on trouve dans la fumée du tabac. Donc, ce serait illogique de dire que... C'est nier la réalité que de dire qu'il n'y a pas de risque. C'est ça. C'est quelque chose qu'on a déjà entendu parler dans le passé. Et il y a plusieurs décennies, on disait que la fumée du tabac est bon pour les poumons, ça élargit les poumons, c'est pas dangereux. C'est un phénomène qu'on a déjà entendu. Donc, ça se répète. Donc, la fumée du cannabis est aussi dangereuse. Aussi toxique. Donc, la fumée, c'est de la fumée. C'est une phrase que j'ai mis vraiment dans mon livre, cru comme ça, la fumée, c'est la fumée. Donc, vous inhalez la fumée du cannabis, vous augmentez le risque de cancer du poumon, la détérioration des problèmes respiratoires. Donc, ça, c'est vraiment comme... C'est une réalité. C'est une réalité qui est reconnue par toutes les associations des pneumologues au monde. Et il nous reste juste quelques minutes, Dr Antoine Kanamou-Djiré. J'aimerais vous poser une question un peu particulière, puisque dans l'émission, il est écrit il m'est arrivé plusieurs fois dans mon ministère en tant que pasteur de rencontrer des gens qui m'ont dit que fumer de la marijuana les aidait sur le plan spirituel.
Je me souviens même de quelqu'un qui m'a dit qu'il ne pouvait presque pas prier s'il n'avait pas fumé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr qu'on n'a pas d'études scientifiques qui démontrent que ça prédispose à une spiritualité quelconque, mais on sait que c'est des phénomènes qui ont été utilisés depuis 2500 ans. Il y en a des communautés qui l'utilisaient en Chine, en Inde, dans d'autres parties du monde, dans les rituels spirituels. Mais je pense que ce que la personne disait, c'est que probablement le cannabis l'amène à se détendre et à être prédisposé à cette spiritualité-là. Mais moi, ce qui me posait problème, comme je parlais avec lui, c'est quand même, je lui disais, écoute, si tu as besoin de fumer pour prier, il y a quand même un problème parce que la prière, normalement, c'est censé être quelque chose qu'on peut développer quand on est dans son état normal, si je peux dire ça comme ça. Et donc, ça me semblait quelque part presque une forme de dépendance spirituelle, si on peut dire ça comme ça. Et probablement que c'était aussi lié à ce que vous disiez, c'est-à-dire ce besoin de calme. Ouais, je pense que c'est physiologiquement parlant, c'est que probablement le cannabis l'aide à se détendre. Mais si, comme j'ai dit plus tôt, si on a besoin du cannabis, si on a absolument besoin du cannabis pour se détendre et qu'on n'arrive pas à se détendre si on ne consomme pas du cannabis, là, on est sur un terrain extrêmement dangereux. Il faut commencer à se poser des questions et peut-être à aller chercher de l'aide auprès des professionnels pour voir si on n'est pas en train de glisser vers le trouble de l'utilisation de cannabis, que ce soit l'abus ou la dépendance. Merci beaucoup pour ces éléments. Il y en a encore beaucoup qu'on pourrait partager. On rappelle le titre de votre livre, « Les 21 vérités cachées sur la marijuana ». C'est un livre qui existe en français et en anglais, qu'on trouve à peu près partout. Et oui, donc, on le recommande fortement, aux jeunes comme aux moins jeunes. Merci beaucoup pour m'avoir invité à votre émission. Avec plaisir. Merci. En préparant cette émission, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce texte du Nouveau Testament, ce texte tiré de la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, au verset 12, qui dit ceci. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Certainement une bonne devise pour chacun d'entre nous. Après avoir parlé ensemble du cannabis et de toutes les drogues, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Que Dieu puisse nous donner de rester toujours libres. Et si vous voulez, je voudrais prier avec vous en ce sens. Père du ciel, merci de nous avoir créés avec un corps si merveilleux. Et merci de nous avoir donné aussi la possibilité de faire des choix libres. Donne-nous de bien traiter notre corps et notre esprit et de rester toujours en communion avec toi, fidèle à tes lois, afin de rester libre pour te servir et pour servir les autres. Nous t'en prions en ton nom. Amen. Vous l'avez compris, notre invité d'aujourd'hui a écrit un livre sur le thème du cannabis. C'est notre offre de la semaine que nous présente France. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour, alors Sylvain. présente-nous ce petit ouvrage qui se lit très bien et qui est vraiment très intéressant. Oui, c'est le titre, évidemment, c'est les 21 vérités cachées sur la marijuana. Donc, je le présente ici. C'est un livre, comme tu dis, très facile à lire, Rémi, parce qu'il n'y a seulement que 125 pages. Donc, il y a 20 chapitres, mais chaque chapitre, c'est environ 2, 3, 4 pages maximum. Il y a beaucoup de tableaux aussi. Il y a des tableaux, des des encadrés, il y a beaucoup d'explications. À chaque début de chapitre, nous avons une citation qui fait un lien avec le sujet du chapitre. Donc, par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est sûr qu'on le trouve dans le livre. On va le retrouver là-dedans, mais il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Puis moi, ce que j'ai apprécié de vous... Bon, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais le fait d'ingérer le cannabis, on fait de manger le cannabis dans des gâteaux ou des muffins, c'est très dangereux. Et ça a l'air de rien, mais c'est pire que de le fumer. Donc, il explique ça. C'est expliqué. On parle du quotient intellectuel qui peut être diminué, évidemment, jusqu'à 10 %. C'est quand même pas rien. On parle du syndrome
motivationnel. Ah, motivationnel, Donc, exactement. on tu a l'as bien comme dit, plus François. d'objectifs, puis on n'a plus de motivation, on n'a plus de rêve. Donc, c'est vraiment intéressant. On apprend beaucoup. Alors, c'est très accessible, langage simple pour tout le monde, parents, adolescents. On peut On le recommande. trouver toutes nos réponses. On peut le commander auprès d'Il est écrit. Auprès d'Il est écrit. Et bien sûr, il se trouve un petit peu partout, je crois, aussi, là, dans les librairies. Pour la modique somme de 20 de 20 $. Merci, France. Bienvenue. Sylvain, la question d'aujourd'hui n'a pas grand rapport avec le sujet du jour, mais Non. c'est une auditrice, je crois, qui nous l'a Oui, envoyé. absolument. Et voilà, on a Olivette qui, finalement, qui a fait le cours découverte aussi par correspondance. Puis elle nous pose une question durant son cours. Voici la question. Faut-il connaître la Bible en entier pour être baptisé? Faut-il connaître la Bible en OK. entier pour être baptisé? Tu lui as répondu oui, évidemment. Non, mais écoute, sérieusement, la réponse, c'est non. Mais c'est sûr et certain que je pense que l'habitude des pasteurs, je dirais comme ça, c'est pas de baptiser sans que la personne ait au moins la connaissance du plan du salut. Mhm. Le plan du salut, je ne considère pas que c'est compliqué parce que ça serait compliqué, personne pourrait être baptisé puis être sauvé, finalement, puis vivre l'expérience de la nouvelle vie. Donc, il faut quand même un minimum de préparation, ce qui demande à la personne, bon, peut-être un temps de prière. Et quand même une connaissance de la Bible. Oui, de développer une relation avec Jésus. Comment le faire? Mieux qu'avec la parole de Dieu. Mhm. Donc, c'est sûr que moi, je préconise le cours, justement, le cours découverte qui présente le plan du salut. Et qui permet justement de se préparer De, au baptême. de façon très simple. J'ai l'impression, Sylvain, qu'il y a comme deux extrêmes qu'il faut éviter. D'un côté, il y a peut-être certains pasteurs ou certains mouvements qui vont vous dire tu ne peux pas être baptisé tant que tu n'as pas étudié pendant 2 ou 3 ans. Ça, c'est une extrême. De l'autre côté, syndrome, ouais, il y a ceux qui viennent à une rencontre spirituelle chrétienne. Et le même soir, Il y a un grand appel bien émotionnel. Ouais. On répond à l'appel et on est plongé dans l'eau immédiatement. Ça fait penser à ceux qui se marient à Las Vegas. Le même Voilà, soir c'est le même principe. Oui, parce que moi, c'est ça, je dis aux auditeurs dans ce temps-là, c'est comme important de connaître avec qui on fait alliance. Hein? Exact, Si tu te maries exact. avec quelqu'un que tu ne connais pas, tu risques d'être... Exact, exact. Et ça me fait penser à ce texte de l'Évangile de Jean, chapitre 17, où Jésus dit, c'est au verset 3, « Or, la vie éternelle, C'est de connaître. c'est qu'ils te connaissent, Voilà. toi le seul vrai Dieu, Exact. et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Mhm. » Donc, il y a... Non, ce n'est pas nécessaire d'avoir lu la Bible en entier, ce n'est pas nécessaire de la connaître par cœur, mais il faut quand même connaître Dieu, il faut connaître le Christ. Donc, il y a besoin d'une lecture, d'une instruction, Voilà. d'une étude. Tu l'as très bien dit, France, on ne se marie pas avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais non. On ne fait pas alliance avec Dieu si on ne le connaît pas. Et le meilleur moyen de le connaître, c'est certainement à travers la Bible, Sa parole. qui est sa parole. Est-ce qu'on peut dire en quelques mots à Olivette? Ouais. Et merci de nous avoir apporté cette question, Sylvain. Merci. C'est un plaisir de toujours recevoir ces questions. Continuez à nous envoyer vos questions. Et si vous voulez vous procurer notre offre de la semaine, voici comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission en tout temps sur notre site web ilétécrit.tv, comme d'ailleurs toutes nos émissions. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre programme avec un tout autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »